Donc, je pars, et là, on sait très bien que la machine s'est mise en branle. Il n'y avait pas de mandat d'arrêt, là, ils en sortent un. Ils en sortent un, et on se retrouve dans une situation où il faut, pendant 4 jours, échapper à des forces de police déchaînées qui, du sommet de l'État, cherchent absolument à m'arrêter. Et donc, c'est perquisition dans une ville sainte à Touba, perquisition, ils défoncent la porte du domicile de mon client, ils me cherchent dans tout le pays, et ils ne me trouvent pas pendant 4 jours. Pourquoi? D'une part, parce qu'évidemment, on a ces techniques de clandestinité, mais surtout, parce qu'il y a un peuple qui nous protège. Parce qu'il y a un peuple qui n'en peut plus de ce système d'oppression et qui fait tout son possible pour s'en émanciper. Au bout de 4 jours, je pars. Je suis peut-être le premier occidental à avoir fait ce chemin. Donc on prend une petite barque de pêcheurs, un petit bateau avec un moteur, et on part la nuit et on fait 25 heures dans cette... je ne sais pas s'il appelait ça une pirogue, mais enfin bref, avec 2 pêcheurs, pour aller en Mauritanie. J'avais plusieurs choix. J'avais le Cap-Vert, la Mauritanie, le Mali. La Gambie, ce n'était pas possible parce que c'est un pays qui est complètement soumis à ses liens. En fait, c'est une autorité qui était complètement soumise au pouvoir à l'époque. Le Mali, risque extraordinaire, c'est de donner l'impression que tout ça était une opération de déstabilisation plus ou moins directement liée aux Russes. Parce que, évidemment, au Mali, on le sait, il y a les autorités russes qui donnent un appui aux militaires, au régime, via Wagner. Et donc, il y avait un risque très important de mauvaise interprétation qui puisse nuire à mon client. C'est-à-dire qu'on puisse penser qu'en fait, mon client était en train d'essayer de déstabiliser la France, et ainsi de suite. Donc, même si c'était la solution de loin la plus facile et la plus préservée, je l'exclus pour cette raison. Le Cap-Vert, c'est 4 jours dans l'océan profond. C'est-à-dire, avec le bateau qu'on avait, la mort assurée. La Mauritanie, donc ça pourrait arriver à Nouakchott, à la capitale, mais le Cap-Vert avait un avantage, c'est qu'il ne demandait pas de visa à l'arrivée. Parce que l'idée, à chaque fois, c'est de respecter parfaitement les règles. C'est-à-dire de ne jamais donner prise à une quelconque... Et donc je prends avec ces 2 pêcheurs qui nous appuyaient le bateau, et le bateau, évidemment, ne résiste pas à la haute mer. C'est-à-dire qu'on était obligé d'être suffisamment loin des côtes pour ne pas être... repérés, donc on ne voyait pas les côtes. Et au bout de... Bon, donc il y a la nuit, il y a la journée, il y a une nouvelle nuit, on commence à arriver à Nouakchott. On était à 100 km, mais le bateau commence à couler, enfin la barque. Et on commence à écoper l'eau, et donc il y a un moment donné où on comprend qu'on ne va pas arriver à bon port, et c'est un peu comme presque le conte des mille et une nuits. Tout d'un coup, il y a une sorte de masse bleue claire qui apparaît sur le rivage désertique, et je leur dis, bon, bah... autant tenter, quoi. Donc ça avait l'air d'être un palais. En fait, c'était une caserne de garde-côte dans un village de, je sais pas, de 100 habitants. Et donc j'arrive, je me présente, ils disent bon, bah, très bien, bah, allez à Nouakchott. Enfin,